Je suis Aaron Maté pour The Grey Zone. Le nouveau président de la Syrie, Ahmed al-Shara, alias Mohamed al-Jolani, est à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Le voyage d'al-Shara est largement présenté comme la première visite d'un président syrien aux États-Unis depuis près de 60 ans. C'est une façon de voir les choses. Une autre, c'est qu'il s'agit de la première visite du chef fondateur d'Al-Qaïda en Syrie depuis que les États-Unis ont mis sa tête à prix pour 10 millions de dollars en décembre dernier. C'est exact. Le chef fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda reçoit aujourd'hui un accueil chaleureux dans la ville qui a subi le plus lourd tribut lors de l'attentat du 11 septembre perpétré par Al-Qaïda, il y a 24 ans ce mois-ci. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est simple. Al-Shara, alias al-Jolani, a mené le coup d'État réussi contre le président syrien Bachar al-Assad l'année dernière, point culminant d'une sale guerre de plus de 10 ans menée par les États-Unis et leurs alliés. Comme l'a dit Jake Sullivan dès le tout début de cette guerre, début 2012, Al-Qaïda est de notre côté en Syrie. Eh bien, parce qu'Al-Qaïda était de notre côté en Syrie, les États-Unis ont réservé un accueil chaleureux à son chef fondateur depuis qu'il a pris le pouvoir en Syrie, non seulement en retirant Al-Qaïda de la liste des organisations terroristes, mais aussi en lui adressant des éloges. Voici par exemple l'envoyé américain Tom Barrack. Vous avez une entité qui était considérée comme un groupe de guérilla ayant bien réussi à Idlib et qui prend maintenant le contrôle en Syrie. D'ailleurs, ils se sont montrés dignes de confiance, réfléchis et attentionnés. C'est exact. Selon l'administration Trump, la branche dirigeante d'Al-Qaïda en Syrie a fait preuve de réflexion et de considération. Et parce que les États-Unis ont accordé un passe-droit à Al-Qaïda en Syrie, cela signifie également fermer les yeux sur les atrocités commises sous leur surveillance. Depuis leur prise de pouvoir, les forces liées au nouveau gouvernement ont perpétré des violences sectaires contre les groupes minoritaires de Syrie. Pour ne citer que les deux exemples les plus notoires parmi tant d'autres. En mars, des centaines, voire des milliers, de civils alaouites ont été massacrés par des forces liées au gouvernement dans les régions côtières de la Syrie. Puis en juillet, des centaines d'autres, principalement des civils druzes, ont été tués dans la région de Soueïda, en Syrie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons entendre deux membres de ces communautés vulnérables, les Alaouites et les Druzes, en Syrie, à propos de ce qui se passe aux mains d'une branche dissidente d'Al-Qaïda que nous, en Occident, avons contribué à mettre au pouvoir. Tout d'abord, le Dr Mohaf Ibrahim, président de l'Association Alaouite des États-Unis. Dr Mohaf Ibrahim, merci de vous joindre à moi. Dr. Mohaf Ibrahim, thank you for joining me. Merci de m'avoir invité. Vous étiez récemment à Washington, D.C., sur Capitol Hill, pour attirer l'attention sur la violence meurtrière que subissent les minorités en Syrie depuis la chute du gouvernement Assad l'année dernière. Pouvez-vous nous parler du message que vous avez apporté au Capitole? J'ai essayé de sensibiliser tout le monde au Capitole, y compris certains responsables américains, aux atrocités commises contre les minorités en Syrie et au fait que le comportement ou les politiques de laisser-faire de l'administration américaine actuelle concernant Ahmad al-Shara, le président intérimaire de la Syrie, à savoir qu'il pourrait changer d'attitude et devenir acceptable dans la région pour gouverner la Syrie, un pays vital, ne sont probablement pas acceptables. Ahmad al-Shara a des antécédents terroristes. Il est associé à une organisation terroriste. Il était membre d'Al-Qaïda auparavant et nous avons essayé de leur faire comprendre que le comportement actuel de ce gouvernement intérimaire en Syrie est dangereux pour la région. Cela va devenir dangereux pour l'Amérique. Le concept de djihadiste victorieux est extrêmement dangereux pour tout le monde dans la région
et pour les intérêts américains. Nous leur avons dit qu'il faudrait probablement, à un certain moment, envisager une forme de fédéralisme ou de décentralisation en Syrie, afin que ces minorités puissent se protéger. Car le comportement actuel, les massacres qui touchent les Alaouites, les Druzes, les chrétiens, et à un moment donné ce seront les Kurdes, va être dangereux pour l'ensemble de la région. Comme vous le savez bien, la politique à Washington depuis plus de 10 ans était le changement de régime. Il s'agissait de provoquer exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les États-Unis savaient qu'ils soutenaient une insurrection dominée par Al-Qaïda. Et c'est pourquoi l'ancien chef d'Al-Qaïda, Al-Shara, est maintenant le dirigeant de la Syrie. Étant donné que telle était la politique, que les États-Unis ont dépensé beaucoup d'argent pour le changement de régime et ont également imposé des sanctions qui ont contribué à l'effondrement du gouvernement. Quelle a été la réaction à Washington lorsque vous avez tenté d'attirer l'attention sur les atrocités auxquelles la politique de changement de régime des États-Unis a contribué? Eh bien, personne ne souhaite avoir des troupes au sol. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre appétit, dans quelque partie que ce soit du gouvernement américain à Washington, pour envoyer des troupes au sol où que ce soit, surtout en Syrie. Mais on dit que l'Amérique, les États-Unis, sont un pays très puissant. Par le biais de sanctions et d'autres moyens, ils peuvent forcer un changement de comportement et même plaider pour un changement du système actuel en Syrie. Je pense qu'un gouvernement central très fort à Damas est dangereux. Et nous essayons d'expliquer à tout le monde que, vous savez, on ne peut pas laisser ces djihadistes, issus de la mouvance sunnite d'Al-Qaïda, gouverner l'ensemble du tissu syrien. La Syrie est un pays très sophistiqué. Il y a la région occidentale, principalement composée d'Alaouites et de chrétiens. Et ils sont très instruits. Vous avez le sud de la Syrie, qui est druze. Vous avez le nord-est de la Syrie, qui est majoritairement kurde. Et on ne peut pas simplement laisser quelqu'un comme Assad gouverner toute la Syrie, car un régime fort à Damas va avant tout affecter l'ensemble du tissu régional. Je vais vous donner un exemple. Les chrétiens en Syrie étaient près de 800 000 ou 900 000 avant 2011. Aujourd'hui, ils sont moins de 200 000, moins de 1% de la population. Et les Alaouites vont subir le même problème. Les Druzes sont massacrés, tués et ils sont assiégés. Et pour les Kurdes, ce serait désastreux. Si le gouvernement américain abandonne les Kurdes, ce sera également catastrophique pour eux. Et ils ont combattu Al-Qaïda aux côtés du gouvernement américain. Ce que nous essayons de dire à tout le monde, c'est que le gouvernement américain peut soutenir une Syrie décentralisée. Personne dans la région ne va s'y opposer, ni la Turquie, ni personne d'autre. Et je pense qu'il y a d'autres puissances régionales très fortes qui soutiennent ce type de décentralisation, comme peut-être Israël, peut-être la Jordanie. Je pense que la Jordanie craint l'émergence d'un régime djihadiste fort et réussi à Damas, qui risquerait probablement d'influencer le régime laïque actuel en Jordanie. Il est donc très sain pour tout le monde d'aller vers la décentralisation et de changer ce type de constitution comme celle établie actuellement par Al-Shara. Il s'est fait juge, jury et policier. Ce n'est pas viable et ce n'est pas sain pour l'ensemble de la région. Parlons de certaines atrocités spécifiques qui ont été documentées contre les Alaouites de Syrie depuis la chute d'Assad. Reuters vient de publier un article intitulé « Comment les forces syriennes ont vidé une banlieue alaouite ». X signifie rester, O signifie partir. Il rapporte des faits concernant cette banlieue de Damas, Al-Samaria, qui comptait environ 22 000 habitants. Aujourd'hui, il n'en reste qu'environ 3 000. Après que les forces syriennes sous le nouveau gouvernement, contrôlées par une branche dissidente d'Al-Qaïda, soient allées à Al-Samaria
et peint des X et des O sur les maisons. X signifie rester, O signifie partir. Cela a réduit la population de 22 000 à 3 000. Que savez-vous de ce qui s'est passé là-bas? Permettez-moi de commencer par la chute du régime Assad. Après la chute du régime Assad, le 8 décembre 2024, des assassinats visant les Alaouites et les minorités, druzes, chrétiens, ont commencé à se produire à plus petite échelle jusqu'au 7 mars. Au 7 mars, nous avions compté près de 8 000 personnes tuées. D'autres rapports indiquaient qu'environ 2 000 personnes avaient probablement été tuées uniquement parce qu'elles étaient alaouites. L'enlèvement de femmes, comme vous le savez, vous avez vu des rapports d'Amnesty International, de l'ONU et de Reuters, rapportaient que plusieurs femmes alaouites avaient été enlevées et vendues comme esclaves sexuelles. Nous en avons compté 55, avec des entretiens menés directement auprès des 55 femmes alaouites, 5 à 5 documented in his life. Il y a les prisonniers détenus illégalement. Beaucoup d'entre eux ont en fait été tués, près de 10 000 personnes. Entre guillemets, ce sont des restes du régime. Pas de procès. Personne ne sait où ils se trouvent actuellement. Et puis il y a eu les massacres du 13 juillet contre les Druzes, ainsi que le siège contre les Druzes. Nous, en tant qu'Alaouites, en tant qu'Association Alaouite des États-Unis, avons documenté 19 villages soumis à ce que nous appelons un nettoyage ethnique. Le dernier en date est Sumeria. Il y a 2 autres endroits, Maadamieh et Mezedouaila. Quiconque connaît Damas sait que ces zones sont des banlieues difficiles de Damas. Elles sont alaouites, principalement alaouites. Elles ont été nettoyées ethniquement. Je vais vous en dire plus que cela. Lorsque les massacres ont eu lieu le 7 mars, il y avait certains endroits à Banias, par exemple, identifiés comme alaouites, d'autres comme sunnites et d'autres encore comme chrétiens. Donc si vous êtes alaouite, votre maison sera incendiée. C'est aussi simple que cela. Et vous avez probablement vu les massacres dans le sud de la Syrie, dans les zones druzes. Ils commencent à demander aux gens, « Êtes-vous druze ou sunnite? Êtes-vous druze ou sunnite? Êtes-vous druze ou sunnite? » Et puis l'un d'eux a répondu, « Je suis syrien, je suis syrien, je suis druze. » Alors ils l'ont tué. C'est tout simplement déchirant. C'est un comportement d'épuration ethnique bien établi de la part de ce régime actuel. Et je ne pense pas que les États-Unis d'Amérique devraient simplement rester silencieux. Vous avez mentionné que votre groupe a recensé plus de 50 femmes qui ont été enlevées et forcées de devenir des esclaves sexuels. Parlez-nous-en davantage. Et où est l'indignation mondiale? Il y a eu de nombreux rapports à ce sujet, mais on ne voit pas que cela soit un sujet de discussion majeur. 55 femmes. Nous avons essayé d'envoyer ces dossiers aux responsables américains, au département d'État et à l'ONU. Nous les avons envoyés à plusieurs membres du Congrès américain, hommes et femmes. Nous essayons simplement à cette échelle de sensibiliser les gens au fait que ce régime actuel ne doit pas rester et que ce régime actuel sera dangereux pour tout le monde. Et encore une fois, cette idéologie djihadiste victorieuse, selon laquelle, si vous êtes un djihadiste, vous pouvez combattre au nom de l'islam pour répandre l'islam et convertir tout le monde à devenir musulman. Ce n'est sain pour personne. Il y a évidemment certains noms dont on ne peut tout simplement pas parler. C'est pourquoi, dans la discrétion, nous essayons de plaider et d'informer les gens à propos de ces 55 femmes, car plusieurs d'entre elles se trouvent en fait à l'intérieur de la Syrie. Tout a été documenté avec des entretiens avec les victimes, certaines d'entre elles, et d'autres avec les familles des victimes. C'était tout juste le 24e anniversaire du 11 septembre, lorsque Al-Qaïda a attaqué les États-Unis. Et le lendemain de cet anniversaire,
il y a eu une réunion à Damas entre le chef du CENTCOM américain Brad Cooper et Al-Shara, le nouveau dirigeant de la Syrie, qui est le fondateur d'Al-Qaïda en Syrie. Quel genre de message cela envoie-t-il si un haut responsable militaire américain rencontre l'ancien chef d'Al-Qaïda en Syrie, surtout juste un jour après que les États-Unis commémorent l'anniversaire du 11 septembre? Je laisserai cela aux victimes du 11 septembre et aux membres de l'armée américaine qui ont été tués en Irak en défendant ce grand pays ou en Afghanistan pour dire que ce type, Julani, a du sang américain sur les mains. Je ne pense pas que ce soit une décision raisonnable de la part de l'administration américaine d'avoir ce type d'engagement, ce niveau d'engagement avec Julani. Si vous êtes une famille alaouite, à quoi ressemble la vie quotidienne aujourd'hui par rapport à avant la chute du gouvernement? Je veux dire, à quel point fait-on face à une menace pour sa sécurité chaque jour? Et comment les gens font-ils face à la menace de choses comme l'enlèvement de femmes pour l'esclavage sexuel, ou pire, d'être tués? Je vais vous dire ceci. Plusieurs de mes cousins et des personnes que je connais en Syrie n'envoient plus leurs enfants à l'école parce qu'ils ont peur qu'ils soient enlevés. Il faut comprendre que cela va poser un énorme problème pour l'avenir de ces personnes et leur éducation. Les Alaouites sont actuellement assiégés et souffrent financièrement. Ils vivent dans la peur constante d'être enlevés ou tués chaque jour. Nous documentons entre 2 et 3, parfois 4, parfois 10, parfois 12 personnes tuées, juste parce qu'elles sont Alaouites. Si vous y réfléchissez vraiment, à l'avenir, cela va gravement compromettre leur capacité à recevoir une éducation, à participer à la société, à pouvoir travailler. Je connais beaucoup de familles qui dépendent actuellement de moyens de subsistance très limités parce qu'elles ne peuvent pas s'intégrer dans le tissu des zones qui les entourent à cause de la peur d'être enlevées ou tuées. C'est donc une situation critique pour les Alaouites, et je ne pense pas qu'elle soit tenable. C'est pourquoi nous demandons vraiment la décentralisation et un gouvernement fédéral. Nous avons dit ce qui suit. J'ai dit aux responsables du département d'État américain, je leur ai dit, écoutez, si les forces de sécurité autour des régions alaouites étaient composées d'Alaouites, je ne pense pas qu'il y aurait des enlèvements de femmes. Mais selon un rapport de Reuters, les femmes enlevées sont en réalité passées par les contrôles de sécurité du gouvernement d'Ahmad al-Shara, de ses forces de sécurité et du ministère de la Défense d'Ahmad al-Shara, et ils leur ont dit « Très bien, que Dieu vous bénisse, allez-y ». Autrement dit, ils ont vraiment couvert l'enlèvement de femmes alaouites. Et cela fait partie des atrocités que subissent les Alaouites. Ce que vous entendrez de la part des partisans d'un changement de régime en Syrie, c'est que la communauté alaouite a été complice des crimes du gouvernement Assad et de la répression qui a eu lieu sous le règne d'Assad. Voici par exemple Lina Sinjab. Elle est journaliste syrienne pour la BBC et elle était sur Democracy Now! Plus tôt cette année, après la tentative de changement de régime en Syrie. Voici ce qu'elle a dit à propos de la communauté alaouite en Syrie. Et now to Isma Action. L'objectif derrière cela est que la communauté alaouite craint des poursuites. La plupart des membres de la communauté alaouite soutiennent, vous savez, le président Assad, et ils ont contribué ou participé à la répression brutale contre les Syriens, arrestations, torture en prison et assassinats. Ils craignent donc d'être poursuivis et c'est pourquoi ils essayent de faire pression pour qu'il y ait une amnistie générale pour la communauté alaouite. C'est quelque chose d'impossible, car les familles de ceux qui sont morts en prison, les familles de ceux qui ont été bombardés, torturés à mort ou portés disparus, ont besoin de justice.
Elles ont besoin de réponses sur ce qui est arrivé à leurs proches. Et il n'y a aucun moyen que la paix et la stabilité s'installent en Syrie sans poursuite, sans un système judiciaire qui tienne pour responsables ceux qui ont du sang sur les mains, et dans l'intérêt de la réconciliation du pays. Alors, quelle est votre réponse à cela? Elle dit en gros que la majorité de la communauté alaouite a participé à la répression brutale des Syriens par le gouvernement syrien au fil des années, en faisant le sale boulot. Selon le rapport d'enquête de l'ONU qui a suivi les massacres contre les Alaouites le 7 mars, certaines des victimes avaient moins d'1 an. Alors, ces bébés sont-ils censés faire partie du régime et être impliqués dans les atrocités du régime Assad contre la population? Qu'en est-il des 55 femmes que nous avons recensées, dont certaines avaient 16, 17 ou 18 ans? Lors du massacre contre les Alaouites le 7 mars 2025, ils ont séparé les femmes des hommes et les ont tuées uniquement en raison de leur identité. Certaines de ces femmes ont en réalité été tuées parce qu'elles tentaient de protéger leurs enfants, leurs fils. Donc, ces personnes font-elles partie du régime Assad et sont-elles complices des atrocités commises contre les Syriens avec le régime Assad? En réalité, 85% des combattants du régime Assad étaient sunnites, kurdes, druzes et chrétiens. Le régime Assad était donc une dictature. The Assad regime was a dictatorship, that it was not an Alawite regime. Assad was Alawite himself. Ce n'était pas un régime alaouite. Assad était lui-même alaouite, mais il était marié à une femme sunnite. Les principales forces de sécurité autour de lui, le ministre de la Défense, était sunnite. Ali Mamlouk, son bras droit en matière de sécurité, est sunnite. Beaucoup de personnes autour de lui étaient sunnites. Donc ce n'était pas vraiment des atrocités alaouites, c'était simplement une dictature, un mauvais régime. Je suis très mécontent de ce genre de médias et de ce genre d'informations, car les mêmes journalistes qui essaient de lier les alaouites aux atrocités du régime Assad influencent réellement ce qui se passe actuellement sur le terrain. Le régime Assad était une dictature. Le régime actuel est une dictature. Les alaouites n'ont rien à voir et n'avaient rien à voir avec le régime Assad. C'était une dictature. C'était un régime militaire. C'était le Baas, un mauvais régime, similaire à celui de Saddam Hussein. Bad regime similar to Saddam Hussein, and the regime did what it had to do at that time. Et le régime a fait ce qu'il devait faire à ce moment-là pour se protéger. Cela n'a rien à voir avec les Alaouites. Et je suis vraiment désolé d'entendre de telles choses, car cela affecte réellement la survie des Alaouites dans la région. Considérer les Alaouites comme des filul nizam ou des vestiges du régime Assad nuit vraiment à leur survie dans la région. Je suis vraiment désolé d'entendre de telles choses, car c'est précisément ce qui rend le meurtre des Alaouites acceptable. Devinez quoi? Regardez ce qui est arrivé aux Druzes. Assad n'était pas un Druze. Ils ont tué des Druzes parce qu'ils sont différents. Donc toute la question des tueries actuellement en Syrie, c'est simplement certains radicaux sunnites, faisant partie de ce régime sunnite actuel, qui essaient d'imposer la domination sunnite en tuant et en pratiquant le nettoyage ethnique sur toutes les autres minorités. Et je dois dire que si nous allons parler des atrocités commises par le gouvernement Assad pendant la sale guerre, c'est parce qu'il combattait l'une des insurrections les mieux armées de l'histoire, dominée par des groupes comme Al-Qaïda, qui tuaient des minorités, y compris des Alaouites, des Druzes et des chrétiens. Et lorsqu'on fait face à une insurrection dominée par Al-Qaïda, très bien financée, il y aura forcément beaucoup de morts. Donc, la solution était de mettre fin à la sale guerre. Mais la politique était le changement de régime, et ce changement de régime était le produit d'États comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Et voici une journaliste de la BBC qui est un organe du gouvernement britannique et qui a soutenu la sale guerre. C'est un contexte vraiment important à comprendre ici pendant que vous écoutez cet extrait.
Je veux en passer un autre d'elle. Il s'agit de la journaliste de la BBC Lina Sinjab, également invitée sur l'émission progressiste Democracy Now!, qui parle davantage des Alaouites et dit en gros qu'ils sont tous essentiellement des instruments de l'Iran. All essentially tools of Iran. Et ces milices affiliées, que ce soit en Irak ou au Liban, qu'il s'agisse du Hezbollah ou des milices chiites en Irak, ils s'inquiètent de leur ingérence dans la société, de la perturbation et de l'instabilité qu'elle provoque. D'autant plus que de nombreux Alaouites et chiites en Syrie ont toujours été affiliés à des puissances étrangères comme l'Iran. Et ils craignent que cela ne continue. Lina Sinjab, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc l'affirmation ici est que la plupart des Alaouites et des chiites sont affiliés à l'Iran. Iran. That's not accurate. Ce n'est pas exact. Les Alaouites sont des personnes très instruites, très laïques, et ils ne sont vraiment pas religieux. Le régime utilisait ses liens avec le Hezbollah et avec l'Iran pour se protéger. Il ne s'agissait pas vraiment d'une question alaouite, d'avoir une sorte d'alliance entre l'ancien régime et ses forces. Et il n'y a vraiment aucun lien entre les Alaouites et le Hezbollah, ou entre les Alaouites et l'Iran. Si vous regardez le comportement des Alaouites aujourd'hui, ce sont des gens très instruits, occidentalisés. Ils vivent principalement dans la région côtière de la Syrie, certains autour de Damas, d'autres autour de Homs, d'autres encore autour de Hama, mais tous sont instruits. Some of them around Hama, but all of them are educated. They're really not. Ils ne sont vraiment pas des personnes religieuses. Et il n'y a, en réalité, aucune relation ou lien entre les Alaouites eux-mêmes. C'est en partie ce qui crée la confusion. L'ancien régime, avec Bachar el-Assad, qui est lui-même alaouite, avait des liens avec l'Iran pour se protéger, et avait des liens avec le Hezbollah pour se protéger. Regardez les Alaouites au Liban aujourd'hui. Ils n'ont absolument rien à voir avec les forces du Hezbollah. Nous essayons donc vraiment d'expliquer à tout le monde que lier les Alaouites à des forces extérieures comme l'Iran ou même la Russie ou le Hezbollah est une erreur. Et cela doit changer. Il y a une énorme différence entre faire le lien entre Al-Qaïda ou le HTS, ou Julani lui-même, avec les services de renseignement turcs et l'aide qu'il a reçue de ces services, ainsi que des forces turques. Mais les Alaouites eux-mêmes sont un peuple pacifique. Ils n'ont rien à voir avec tous ces agendas au Moyen-Orient contre, Dieu nous en préserve, Israël ou d'autres forces. Ils veulent vraiment vivre en paix et souhaitent s'auto-gouverner. C'est pourquoi la décentralisation sera la voie à suivre. Si l'on généralise en disant que tous les Alaouites, ou que la plupart des Alaouites, sont pro-Nizam, ou des vestiges du régime Assad, ou qu'ils souhaitent vraiment avoir des liens avec le Hezbollah ou l'Iran, c'est une énorme erreur. Et c'est une erreur fatale, car cela met réellement en danger l'existence de ce peuple. Dr Mohaf Ibrahim, nous allons conclure. Un dernier message que vous souhaitez nous laisser. J'aimerais vraiment sensibiliser tout le monde à la question alaouite. Je veux que chacun sache que les Alaouites sont un peuple très pacifique. Ils souhaitent vraiment vivre dans la dignité. Ils veulent protéger un avenir meilleur pour leurs enfants et leur terre historique en Syrie. C'est pourquoi je voudrais encourager chacun à au moins inciter le gouvernement américain, le département d'État ou le Congrès à aider la cause alaouite en soutenant la décentralisation de la Syrie. Dr Mohaf Ibrahim, président de l'Association alaouite des États-Unis. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était le Dr Mohaf Ibrahim, président de l'Association alaouite des États-Unis. Maintenant, nous allons entendre Hiba Jarmakani. Elle est une Américaine d'origine syrienne, druze, originaire de la province de Soueida, en Syrie. Hiba Jarmakani, merci beaucoup de vous joindre à moi. Hiba Jarmakani, thank you so much for joining me. Merci de m'avoir invité.
Il y a eu une flambée de violences sectaires dans la province de Soueïda, d'où vous venez, en Syrie, en juillet. Cela a déclenché des massacres contre votre peuple, les Druzes. Parlez-nous de ce qui s'est passé. Avant d'aborder les événements de juillet, je pense qu'il est important de parler de ce qui s'est passé avant. Même avant que la violence n'éclate contre la communauté druze en avril, un homme du nom d'Enes Habra avait publié une vidéo deepfake affirmant que des personnalités druzes importantes incitaient à la violence contre le prophète Mahomet. Cela a provoqué une vague d'indignation en ligne, beaucoup voulant attaquer la communauté druze, puis plus tard le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement syrien lui-même a publié un communiqué affirmant qu'il s'agissait d'une vidéo deepfake, qu'elle n'était pas authentique. Mais à ce moment-là, des actes de violence ont été commis à Damas, Alep et Homs contre des étudiants druzes, dont certains étaient des membres de ma famille qui ont dû fuir la région en urgence. Ensuite, il y a eu un homme du nom de Mehan al-Salami qui a été enlevé en fait. C'est un homme druze qui a été enlevé et tué. Après une série de ces flambées de violence, petites mais significatives, des hommes druzes de la province de Soueïda, issus de petits villages de la région, se sont rendus aux frontières de la province pour se défendre contre d'éventuelles attaques, car ils craignaient que cela ne continue et ne s'aggrave. À ce moment-là, ils ont en fait été pris en embuscade par des militants de l'État islamique. Nous savons qu'il s'agissait de militants de l'État islamique, car beaucoup des hommes qui sont apparus aux frontières de Soueïda et ont tendu une embuscade aux Druzes portaient des insignes sur leurs vêtements représentant l'État islamique. Nous avions également vu ces visages en mars, en fait, dans les zones côtières de la Syrie, et cela n'a pas vraiment été évoqué dans les médias. En mars, plus de 1000 personnes ont été tuées dans les zones côtières de la Syrie. Beaucoup de gens ont qualifié cela de campagne de génocide, de campagne de nettoyage ethnique, car elle était dirigée contre les Alaouites. Certains ont essayé de prétendre qu'il s'agissait de factions issues de l'ancien gouvernement, mais il existe des vidéos partout sur Internet montrant des civils innocents exécutés en masse, brûlés, pillés, et tout cela continue encore aujourd'hui. Des incendies criminels sont allumés dans des maisons, à la périphérie des habitations. Ils mettent le feu aux maisons des gens, pillent. Tout cela constitue donc le contexte qui a mené à ce qui s'est passé en juillet. Et donc, pour revenir à ce massacre, où les militants de l'EI ont tendu une embuscade aux hommes druzes de Soueïda, c'est à ce moment-là que le mari de ma cousine a perdu la vie. Il a été tué par des militants de l'État islamique et ils ont même envoyé à son fils des images les montrant en train de profaner son corps, le menaçant et l'avertissant ainsi. Avançons jusqu'aux événements de juillet. Ceux-ci ont éclaté parce que, là où se trouve Soueïda, il n'y a qu'une seule route qui mène à Damas. Sur la route de Damas depuis Al-Soueïda, il y a plusieurs checkpoints. Ces checkpoints sont tenus par le gouvernement syrien aux côtés de tribus bédouines. Ce qui s'est passé, c'est que, pour obtenir tout le matériel nécessaire à vos commerces, vous devez aller à Damas. Un épicier local s'est rendu à Damas pour acheter des produits pour son magasin et il a été volé à un checkpoint, humilié et maltraité. Et ces événements se produisaient depuis la chute du gouvernement Assad. Après cela, les Druzes ont été victimes de plusieurs actes de violence. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés kidnapper un groupe de personnes issues des tribus bédouines afin d'utiliser cela comme levier pour récupérer les biens et les produits de cet homme. En conséquence, les tribus bédouines ont également commencé à enlever des membres de la communauté druze. Finalement, cela a dégénéré en un affrontement ouvert entre les deux groupes. C'est à ce moment-là que certains affirment que le gouvernement syrien est intervenu pour rétablir la paix
entre ces deux groupes. Cela repose sur l'hypothèse que le gouvernement syrien est à la base une force de maintien de la paix. Lorsqu'ils ont été envoyés, cela s'est en fait produit après une réunion qui avait eu lieu à Bakou avec l'ambassadeur Thomas Barak, si je ne me trompe pas, Netanyahou et le gouvernement syrien. Barak est l'ambassadeur en Turquie, mais il passe beaucoup de temps en Syrie. D'accord. Donc, ils venaient de se rencontrer à Bakou et à la suite de cela, le président a depuis fait des déclarations selon lesquelles il pensait que, à cette réunion, il avait reçu le feu vert pour intervenir et attaquer ces groupes qui s'affrontaient. À ce stade, les hommes druzes d'Al-Sweida ont vu des massacres se produire sur la côte. Ils ont été soumis à l'humiliation, au pillage, etc. Donc, ils ne veulent pas abandonner leurs armes, car si vous voyez votre gouvernement attaquer son propre peuple, vous voulez pouvoir vous protéger. Et aucun appel similaire n'a été lancé aux tribus bédouines, qui étaient également armées. Personne n'exigeait qu'elles rendent leurs armes. Et il est important de noter qu'à ce moment-là, le chef spirituel druze avait déclaré « Nous, les Druzes, ne voulons pas faire sécession de la Syrie. Nous voulons une constitution équitable. Nous voulons des élections justes. Globalement, nous voulons la paix et la dignité. » Il n'appelait pas à la séparation de l'État à ce stade. Aucun de ces appels n'a été entendu. Et ensuite, le gouvernement syrien, censé être une force de maintien de la paix, est intervenu avec toute la puissance de son armée dans le gouvernorat d'Al-Sweida. À la suite de cet affrontement, il y a eu des exécutions publiques, des exécutions sommaires. Il existe des vidéos à ce sujet. L'une d'elles, particulièrement diffusée, montre 3 étudiants forcés de sauter d'un balcon sous les tirs. 2 jeunes filles ont été violées, enlevées. Des maisons ont été pilées. Young girls being raped, being kidnapped, homes looted, a bunch of our men. Un certain nombre de nos hommes se sont fait raser la moustache et beaucoup de ces personnes dans ces vidéos portent, ils ont trouvé des cartes d'identité gouvernementales sur eux, ceux qu'ils ont pu capturer, ainsi que des insignes de l'État islamique. En plus de cela, beaucoup de ces hommes dans ces vidéos, qui ont ensuite été capturés, ont admis qu'ils avaient reçu l'ordre du gouvernement de venir et de tuer autant de personnes que possible. Et je pense qu'ils ont reçu 200 ou 300 $ pour le faire. Il y a une vidéo d'un vieux druze. Les forces gouvernementales lui demandent « Qu'est-ce que tu es ?» Il répond « Je suis syrien ». Ils insistent « Non, quelle est ton appartenance ?» Il répond « Je suis druze ». Ils ne lui laissent pas plus de temps. Immédiatement, il est abattu dès qu'il répond qu'il est druze. C'était très sanglant. Violent, je n'appellerais même pas ça un affrontement, car c'était une campagne de nettoyage ethnique. On cible délibérément une minorité simplement parce qu'elle est druze. Et il y a preuve sur preuve que cela a eu lieu. Comme je l'ai dit, beaucoup de ces personnes, lorsqu'ils ont pu capturer les combattants druzes, lorsqu'ils ont pu capturer certains de ces hommes, ont admis travailler pour le gouvernement. Et ils ont également admis qu'on leur avait parfois demandé de se déguiser en bédouin et de faire semblant d'être bédouins pour venir et provoquer cette violence. Les exécutions qui ont eu lieu à l'hôpital de Sweida faisaient également partie des atrocités qui ont attiré l'attention internationale. Pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé là-bas? Can you talk about what happened there? Oui, donc à ce moment-là, beaucoup de gens, dans des moments de crise, et on l'a aussi vu à Gaza, dans des moments de crise, les gens se réfugient à l'hôpital. Ils pensent que c'est un endroit sûr. Donc, beaucoup de ces personnes qui ont été blessées en combattant, en essayant de repousser ces militants, sont allées à l'hôpital. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que les militants sont arrivés à l'hôpital, ils ont forcé l'entrée. Il existe des images vidéo de cela. Je crois qu'ils font sortir le directeur et le forcent à les conduire dans une zone principale
où l'on voit un des médecins essayer de leur dire « Nous n'avons ici que des blessés ». Il essaie de repousser le combattant et il se fait alors tirer dessus sur le champ. Cet hôpital devient aussi la cible d'une campagne de bombardement là où se trouvaient tous les blessés. Donc cela se transforme très vite en massacre. Et les vidéos qui ont circulé montrant des hommes druzes se faire arracher la moustache et raser de force. Parlez-en et expliquez l'importance que la moustache revêt dans la culture druze. Ainsi, pour les hommes druzes, ils ont historiquement été connus comme une classe de guerriers. Nous avons hérité de cette sorte de surnom de guerriers très fiers, remontant à la grande révolte syrienne de 1925, lorsque les hommes druzes se sont battus et se sont révoltés contre les Français de l'époque. Et depuis, même si cette révolte a été brutalement réprimée, nous avons été perçus comme une classe de guerriers. L'importance de la moustache remonte même à cette époque, où la pousse de la moustache symbolise le passage à l'âge adulte et le fait de devenir presque un guerrier. Nos chefs les plus respectés dans notre communauté, les cheikhs druzes, portent ces moustaches. Ainsi, couper la moustache des hommes druzes est presque une insulte non seulement à la religion, car on coupe la moustache de nos chefs spirituels, les personnes les plus respectées dans la religion druze, mais aussi à leur virilité et à leur fierté. Pour devenir cheikh dans la religion druze, il faut pleinement embrasser sa foi et recevoir une connaissance approfondie de la religion elle-même. Donc, lorsque ces moustaches sont coupées, ce n'est pas seulement une offense à la religion, mais aussi à leur virilité et à leur fierté, qui pour les Druzes avant tout. Nous sommes une minorité très fière. Vous avez recueilli des témoignages de résidents de Suède, de plusieurs personnes. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les récits que vous avez obtenus? Ce qui m'a le plus marqué, c'est probablement que cela a ébranlé le tissu de confiance que la Syrie a historiquement connu. La Syrie a toujours été un lieu de véritable coexistence entre les minorités, que l'on soit chrétien, alaouite, chiite ou juif. Nous avons vécu côte à côte pendant de nombreuses années. Avec nos voisins, on ne demande pas « quelle est ta confession ?» Même au sein de ma famille, j'ai grandi en pensant que j'étais musulman, car la foi druze s'est développée à partir de l'islam. J'ai donc grandi avec l'idée que tu es musulman, tu es syrien, tu es d'abord arabe. Ainsi, ils subissent des attaques de provinces voisines et il y a des appels partout en Syrie, lancés par des imams, par des personnalités importantes, circulant sur Internet, incitant à la violence contre la minorité druze, simplement parce qu'elle est druze. On se retrouve donc avec une population, avec des survivants qui sont aujourd'hui profondément méfiants et ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, ce qui détruit ce tissu social qui existait depuis si longtemps, celui d'être syrien. Il n'y a désormais plus d'identité nationale syrienne, car la base de celle-ci est la confiance, et cette confiance s'est aujourd'hui érodée, et de la manière la plus odieuse qui soit. Dès lors que l'on craint pour la sécurité de sa famille, que l'on voit son peuple se faire traiter de porc. C'est une chose de nous traiter de porc en anglais, mais c'en est une tout autre lorsque ce sont nos compatriotes qui le font dans notre langue maternelle. Cela détruit quelque chose d'inhérent qui existait en chacun de nous, cette fierté d'être syrien. Avant qu'Assad ne soit renversé, les critiques de la guerre de changement de régime là-bas, qui a coûté très cher aux États-Unis et à leurs alliés. Ils ont dépensé des milliards de dollars pour armer une insurrection dont ils savaient qu'elle était dominée par Al-Qaïda avec des armes, étaient souvent confrontés à des affirmations telles que « écoutez les voix syriennes ».
c'est ce que veulent les Syriens. Ce que moi et d'autres faisions valoir, c'est que la Syrie n'est pas un bloc monolithique. Comme dans chaque pays, il n'y a pas de voix unifiée. Je suis simplement curieux. Quelle est votre réaction face à cette caractérisation selon laquelle la plupart des Syriens voudraient un changement de régime en Syrie et soutiendraient l'insurrection menée par Al-Qaïda? Je veux dire, je pense que c'est complètement faux. Prétendre que la majorité des Syriens, comme vous l'avez dit, les Syriens ne forment pas un bloc homogène. Nous avons tous nos expériences uniques. Même au sein de la communauté druze elle-même, il y avait des voix contradictoires. Certaines personnes voulaient le départ d'Assad et d'autres non, ce qui a conduit les Druzes à entretenir une relation très particulière avec le gouvernement précédent, une sorte d'équilibre basé sur une certaine neutralité, n'étant pas complètement opposé au gouvernement précédent, mais sans le soutenir pleinement non plus. Il y a eu des déserteurs au sein de la communauté druze qui ne voulaient pas rejoindre et combattre dans l'armée syrienne à cette époque. Et il y avait des personnes qui servaient encore et qui étaient fières de servir. Dans n'importe quelle ville de Syrie, on pouvait trouver les deux opinions. Il n'y a jamais eu de cas où la plupart des Syriens pensaient la même chose. Je pense que l'idée de la plupart des Syriens vient de la politique étrangère de longue date des États-Unis, qui consiste à essayer de créer cette image dans les pays où ils sont censés apporter la démocratisation, comme si la voix syrienne était une seule voix et que nous réclamions tous la même chose. Ils ont fait cela dans de nombreux pays. Malheureusement, avec la Syrie, la situation est devenue tellement complexe, avec tous ces groupes et pays différents impliqués dans cette guerre, que je ne qualifierais même pas de guerre civile, que cela a créé des messages contradictoires. Et c'est l'un de ces rares exemples où, même à gauche, et même dans des médias traditionnellement progressistes comme Democracy Now!, on retrouve des personnes qui rapportent avec une voix très très unie. C'est un dictateur, il faut le renverser. Tout ce qui va à l'encontre de ce discours, « Ah, vous êtes un assadiste, vous aimez les dictateurs », ce qui n'était pas le cas. Beaucoup d'entre nous qui s'opposaient à cela et ne voulaient pas d'ingérence étrangère en Syrie craignaient précisément ce qui s'est produit. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement dirigé par un homme qui était le chef d'Al-Qaïda en Syrie, puis a été un leader important de l'État islamique, de Jabhat al-Nusra, qui est ensuite devenu Hayat Tahrir al-Sham, organisation désignée comme terroriste par les États-Unis. Il y avait une prime sur sa tête par les États-Unis, qui a ensuite été levée lorsqu'il s'est soudainement mis à porter des costumes et n'était plus considéré comme un terroriste, et il a intégré tous ces éléments extrémistes dans son ministère de la Défense. En plus de cela, il faut regarder le contexte de la Syrie, qui est un pays géopolitiquement important depuis sa création, depuis son indépendance. Je veux dire, même dans les années 1940, les États-Unis injectaient déjà de l'argent dans le pays via les frères musulmans pour organiser des coups d'État contre des gouvernements non alignés, des gouvernements qui n'étaient pas pro-occidentaux. Et le prétexte était qu'ils étaient communistes, qu'il fallait renverser ces dirigeants syriens parce qu'ils étaient pro-communistes ou pro-Russie soviétique. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de leadership communiste fort en Syrie à cette époque. Et la seule raison pour laquelle nous nous sommes alignés avec les soviétiques, c'est parce que nous percevions la menace de l'Occident. On ne nous a laissé aucun autre choix. Et il y avait plusieurs choses qui se passaient dans les années 40 et 50. Je veux dire, dans les années 50, Ben Gurion a développé sa doctrine de la périphérie, où il a utilisé le nationalisme pan-arabe, les minorités ethniques, afin de l'opinion publique, qui est l'opinion dominante de notre époque.
And in the 40s and in the 50s, you had the recent Dans les années 50, il y a eu le coup d'État récemment réussi en Iran orchestré par la CIA et ils pensaient pouvoir faire la même chose en Syrie. Il y avait toutes ces différentes personnes qui tentaient de renverser le gouvernement syrien, ce qui a entraîné une série de coups d'État successifs, les uns après les autres, jusqu'à une période de stabilité politique sous Hafez al-Assad. Voilà donc le contexte dans lequel nous examinons la Syrie. Je veux dire, ni alcindar et de paix dans les prix plus proches d'Antal. On top of crippling sanctions that En plus des sanctions paralysantes qui ont encore détruit l'économie, rendu impossible la reconstruction, et une occupation militaire américaine qui a pillé le pétrole et le blé de la Syrie, il n'est pas étonnant que le changement de régime ait finalement réussi après avoir détruit un pays, volé ses ressources et empêché sa reconstruction. Et je dois dire, sur la question des médias progressistes, tu as mentionné Democracy Now! Et leur couverture très partiale. Ce que je trouve vraiment remarquable et regrettable, c'est que beaucoup de médias qui ont encouragé le changement de régime ont ignoré les conséquences. Ont ignoré, par exemple, les massacres contre les Druzes. Je ne pense pas que Democracy Now! Ait même couvert cela dans un segment. Je pense qu'il y a là une responsabilité, au moins, de couvrir les atrocités que la mauvaise couverture médiatique contribue à préparer. bad media coverage helps set the stage for. That's just my opinion. But turning back, Ce n'est que mon opinion. let's talk about the role of Israel. Mais pour revenir au moment présent, parlons du rôle d'Israël ici. Israël s'est attribué le mérite du changement de régime. Netanyahou, juste après la fuite d'Assad, a prononcé un discours affirmant que cela était en grande partie le résultat de leurs actions. Et il est vrai qu'Israël a bombardé la Syrie des centaines de fois pendant la guerre de changement de régime. Il a armé des insurgés et a été un partenaire des États-Unis dans la tentative de renverser Assad. Donc, je pense que Netanyahou revendiquait à juste titre une part du mérite. Mais que s'est-il passé depuis? Israël a bombardé le gouvernement qu'il avait contribué à installer au pouvoir, y compris après les atrocités commises contre les Druzes, malgré l'affirmation d'Israël selon laquelle il intervenait pour aider les Druzes. Et il y a des Druzes en Israël qui ont plaidé pour cela, qui voulaient une intervention israélienne. Parlez-nous donc de ce qui se passe là-bas. So talk to us about what's going on there. So again, this is part of what makes Syria so complicated. Encore une fois, c'est ce qui rend la situation en Syrie si compliquée. Il y a des Druzes israéliens, des Druzes libanais, des Druzes syriens, et cela renvoie à l'idée que rien n'est monolithique. La relation avec Israël est un peu complexe. Comme tu l'as mentionné, Israël a contribué à installer le gouvernement actuel. Des insurgés ont été soignés dans des hôpitaux israéliens. Ensuite, après le départ d'Assad, Israël a complètement paralysé les défenses du pays. Et pendant cette période, ces insurgés brandissaient des drapeaux israéliens. Aujourd'hui, la communauté juive est critiquée parce qu'on a vu certains Druzes en Syrie porter le drapeau israélien. Eh bien, cela s'explique en partie par le fait que, lorsque ton peuple et ton gouvernement t'ont massacré, c'est ce qui arrive. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on ne peut pas faire confiance aux gens autour de soi. On est assiégé, tu comprends? Non. Il n'y a pratiquement plus de marchandises, d'essence. Rien de tout cela n'entre dans la province de Soueïda. Ils ont été soumis à l'humiliation, à la torture, au viol, aux enlèvements. Maintenant, ils sont acculés. Que sommes-nous censés faire? Faut-il faire confiance à notre gouvernement qui vient de nous massacrer ou devons-nous chercher ailleurs? C'est en grande partie la raison pour laquelle des gens, même des Syriens en Amérique, ont accueilli ouvertement la destitution de Bachar, parce qu'on espère que ce qu'on ne connaît pas sera meilleur que ce qu'on connaît déjà. Et comme tu l'as dit, après cela, beaucoup de ces mêmes personnes qui ont célébré ne se sont pas exprimées pour défendre les minorités massacrées. Mais concernant Israël en particulier, il y a les Druzes du plateau du Golan et une grande majorité d'entre eux ont refusé la citoyenneté israélienne.
Je ne vais pas prétendre que c'est le cas de tous. Il y a des Druzes qui ont pris la citoyenneté israélienne et qui combattent dans l'armée israélienne. Mais une grande majorité des Druzes du plateau du Golan refusent la citoyenneté israélienne. Cependant, ceux qui servent dans l'armée israélienne ont un certain poids. Ils peuvent venir en Israël pendant que tout cela se passe et dire « Vous savez, si vous ne défendez pas les Druzes en Syrie, and go with problems ». Israël mène une guerre d'agression contre plusieurs pays en même temps et une grande partie de son armée est composée de réservistes. Ils ne peuvent donc pas vraiment se permettre que cela se produise en interne au sein de leur propre système militaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont venus en aide aux Druzes en Syrie. L'autre raison, encore une fois, remonte à ce que l'on appelle désormais la doctrine inverse de la périphérie, où il est dans l'intérêt d'Israël de créer cette dynamique de division entre les Druzes syriens et d'autres minorités contre le gouvernement, car ils peuvent tirer profit de cette déstabilisation. Ils peuvent collaborer avec le gouvernement syrien tout en prétendant aider ces minorités et les pousser à réclamer la sécession du pays. Et les gens, les Druzes, ne sont pas stupides. Je veux dire, ils le savent. Mais encore une fois, cela revient à cette idée que, d'accord, eh bien, si je ne peux pas mettre de la nourriture sur ma table parce que mon pays et mon gouvernement ne me fournissent pas de quoi manger, je veux dire, les Druzes en Syrie n'ont pas de travail en ce moment, il y a à peine de l'aide qui arrive et ils sont encerclés de tous côtés. Soit les marchandises viennent de Syrie, soit elles viennent de Jordanie. Alors, que sont-ils censés faire? Ils ont été placés dans une position très difficile. Il s'agit de survie. Il s'agit d'essayer de s'assurer que sa famille survive à la fin de la journée. Mais nous allons conclure. Un dernier commentaire que vous souhaitez nous laisser. Je veux simplement souligner que la situation dans la province de Soueïda est très grave et que les gens vont manquer de nourriture, être sans emploi et il n'y a aucune sécurité. Je veux donc insister sur le fait que rendre compte de cette situation et veiller à mettre en avant ces voix est très important, non seulement pour moi, personnellement et ma famille, mais aussi pour la Syrie dans son ensemble. Personne ne veut voir la situation devenir comme ce qui s'est passé dans d'autres pays ayant connu l'interventionnisme américain et d'autres choses du genre. La propagande autour de ce qui se passe en Syrie est très complexe. Mais j'encourage tout le monde à s'informer davantage plutôt que de tout prendre pour argent comptant. Hiba Jamarkani, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Merci, Aaron.